Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité aujourd'hui, Algérie, reprise du procès Khalifa Bank par les questions de la défense d'Abdelmoumen Khalifa. Le port de pêche d'Arzou, classé meilleure infrastructure à l'échelle nationale. France, cérémonie russe, l'absence d'Hollande considérée comme une insulte à l'histoire. Yémen, la trêve humanitaire acceptée par des alliés des rebelles. Santé, s'endormir en 60 secondes selon un médecin américain. Nous débutons ce journal avec le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui a affirmé samedi soir à Livingstone que la mise en œuvre du consensus des Zuluini, se trouvant au cœur de la position africaine, a été soulignée par le comité des 10. Le sommet du comité des 10 a noté les développements en cours dans le cadre des négociations intergouvernementales qui se tiennent à New York, a déclaré M. Lamamra à la presse en marge de la clôture du sommet, soulignant que ces développements dénotaient l'importance accordée à la position africaine aux Nations Unies. Il a toutefois estimé que des difficultés liées à des groupes d'intérêt exigeaient la conjugaison des efforts et l'intensification de l'action africaine pour parvenir à un élargissement et une réforme du Conseil de sécurité qui tiennent compte des principes et objectifs arrêtés par le sommet africain. Ramtan Lamamra a représenté le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au sommet du comité des 10. Sur le plan judiciaire, le procès de l'affaire Khalifa Bank a repris dimanche, au tribunal criminel de la cour de Blida, par les questions de la défense de l'accusé principal Abdelmoumen Rafiq Khalifa. La défense, qui est assurée par maître Marwan Ben Moujda et Nasreddin Zar, avait demandé jeudi dernier au juge Antar Menouar d'ajourner son intervention afin de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour poser 66 questions à son mandant. L'interrogatoire du président du tribunal pendant 2 jours consécutifs, mercredi et jeudi, a porté sur les dessous de la création de la banque, sa gestion et sur les autres entreprises du groupe. L'accusé a nié avoir falsifié 2 contrats d'hypothèque, de même qu'il a nié les avoir utilisés pour contracter un crédit auprès de la BDL de Stawali afin de financer sa banque. Quant à la gestion des filiales de la banque, l'accusé a expliqué qu'elle incombait à ses directeurs et qu'ils n'étaient pas en mesure de contrôler toutes leurs activités et transactions. Abdelmoumen Khalifa a réitéré n'avoir jamais enfreint la réglementation de contrôle de change et a insisté sur la bonne santé financière de son entreprise, allant jusqu'à affirmer avoir laissé pas moins de 97 milliards de dinars dans ses caisses lorsqu'il a quitté le pays en 2003. Interrogé sur sa fuite à l'étranger, l'ex-milliardaire a expliqué être parti pour éviter des émeutes et un bain de sang au pays, car il employait plus de 22 000 personnes qui allaient se retrouver au chômage. Détendu, l'ex-Golden Boy provoquait par moments des éclats de rire dans la salle lorsqu'il rétorquait à certaines remarques du juge par de l'humour. Créé en 1998, Khalifa Bank était géré au début par Ali Qassi avant la nomination par le conseil d'administration d'Abdelmoumen Khalifa à ce poste qu'il a occupé de 1999 à 2003. L'accusé avait été jugé en première instance en 2007 par contumace et condamné alors à la réclusion criminelle à perpétuité dans le procès de l'affaire de la caisse principale de Khalifa Bank. Côté économie, une étude pour l'élaboration d'un label afin d'identifier le produit national a été initiée par le Forum des chefs d'entreprise, visant la promotion de la production nationale. Un moyen pour informer le consommateur algérien dans un contexte de l'insertion de l'économie nationale dans le marché mondial. Lors de la cérémonie de lancement de l'étude pour la création d'un label Origine Algérie garantie, le président du FCE, Ali Haddad, a souligné qu'elle prolonge la campagne Consommer algérien lancée récemment par les pouvoirs publics. Il a considéré que cette initiative faisait partie de la vocation du FCE visant la promotion de la production nationale et la défense des intérêts de l'entreprise algérienne. Pour M. Haddad, ce label devient une nécessité dans la mesure où la production nationale se diversifie réellement tout en faisant face à la concurrence étrangère, ce qui rend difficile parfois pour le consommateur algérien de l'identifier avec précision. Réalisée par un bureau d'études algérien auprès de 1200 entreprises, l'étude devrait être achevée d'ici à la fin juin pour aboutir à la réalisation d'un cahier des charges qui expliquera les conditions de l'obtention de ce label, a expliqué à l'APS en marge de la cérémonie le vice-président du FCE chargé des affaires économiques, Brahim Ben Abdeslam. Outre la promotion du produit national, l'objectif de cette initiative est de développer le réflexe de consommer algérien qui contribuera à la relance de l'industrie algérienne. Il concernera aussi bien les produits de large consommation que les services et prestations des bureaux d'études algériens. M. Ben Abdeslam précise aussi que cela reposera sur 3 principes: la qualité, le prix et la disponibilité du produit. Par ailleurs, M. Haddad
et le PDG de l'opérateur de téléphonie mobile Mobilis, Saad Dama, ont signé lors de cette cérémonie une convention en vertu de laquelle cet opérateur téléphonique s'engage à accompagner financièrement cette étude du FCE. Le port de pêche d'Arzou a été classé cette année meilleure infrastructure du genre à l'échelle nationale, à l'issue d'un concours national, a annoncé samedi à Oran le secrétaire général du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques. Le port de pêche d'Arzou occupe la première place d'un concours national organisé par la tutelle pour désigner la meilleure infrastructure de ce genre à l'échelle nationale. Il est classé à la première place, a annoncé Mustapha Lara en marge de la cérémonie marquant le lancement de la 3e édition de la campagne Ports et barrages bleus. Le même responsable a expliqué que le choix porté pour le port d'Arzou s'explique par les efforts déployés pour améliorer les conditions de son exploitation selon des critères définis. Le port de pêche d'Oran a arraché quant à lui la seconde place de ce concours, alors que la 3e a été remportée par le port d'Asfoun dans la wilaya de Tizi Ouzou, comme il a été signalé lors de la cérémonie de remise des prix qui a eu lieu à Arzou. L'opération Plages et barrages bleus a permis au secrétaire général du ministère de la Pêche et aux autorités locales de prendre connaissance des différentes activités mises sur pied par les associations versées dans la préservation de l'environnement marin. Il est à rappeler que plusieurs associations activant dans le domaine de la protection de l'environnement, les SMA et d'autres intervenants ont pris part à cette opération pour laquelle d'importants moyens matériels et humains ont été mobilisés. Sur le plan international, le Croissant Rouge sahraoui a appelé dimanche à Boujdour à une aide urgente de 10 millions de dollars au profit de ces réfugiés pour éviter une catastrophe humanitaire sans précédent. Le président du CRS, Yahya Bouhoubeini, a lancé un appel à la communauté internationale en général et aux donateurs en particulier à agir vite pour apporter aux réfugiés sahraouis une aide d'urgence estimée par le Programme alimentaire mondial à 10 millions de dollars, afin d'éviter une catastrophe humanitaire sans précédent. M. Bouhoubeini a précisé que les aides humanitaires venant de l'Union européenne et des États-Unis ont considérablement baissé. La situation sanitaire est de plus en plus précaire dans les camps de réfugiés sahraouis, en particulier chez les personnes vulnérables, comme les enfants et les femmes enceintes, a-t-il fait observer, relevant que ces franges de la société souffrent notamment de malnutrition et d'anémie. Il a prévenu que la situation risque de se détériorer davantage si les aides restent insuffisantes. Le président du CRS a mis en garde à cette occasion la communauté internationale contre les tentatives marocaines visant à décourager les donateurs dans l'octroi de leurs aides aux réfugiés sahraouis. Au Yémen, des militaires yéménites déserteurs alliés aux rebelles houthistes ont annoncé dimanche 10 mai qu'ils acceptaient le cessez-le-feu humanitaire proposé vendredi par l'Arabie saoudite. Après la médiation de pays amis visant à établir une trêve humanitaire qui mettrait fin au blocus tyrannique et permettrait l'arrivée de navires de commerce dans les ports yéménites et l'entrée d'aide humanitaire dans le pays. Nous annonçons que nous acceptons la trêve humanitaire, a déclaré le colonel Sharaf Luqman, porte-parole des militaires déserteurs. De leur côté, les rebelles houthistes se sont dit prêts à répondre positivement aux efforts d'apaisement. L'armée répondra à toute rupture de la trêve par des combattants d'Al-Qaïda ou par leurs alliés, a toutefois prévenu l'officier. Le cessez-le-feu doit entrer en vigueur mardi 12 mai à 23h et durer 5 jours. Cet accord fait suite à de violents bombardements de la coalition menée par l'Arabie saoudite. Celle-ci a annoncé avoir mené 130 raids aériens ces dernières 24 heures. Des avions ont notamment attaqué tôt dimanche matin la résidence de l'ancien président Ali Abdullah Salah à Sanaa et l'aéroport de la ville la veille. L'ancien homme fort du Yémen qui a quitté le pouvoir en février 2012 à la suite du printemps arabe et qui est soupçonné d'être allié aux rebelles houthistes, ne se trouvait pas dans la capitale au moment de l'attaque. En Belgique, la politique de stigmatisation des immigrés du pays et celle de l'Union européenne divisent. Suite au scandale des naufrages en Méditerranée, des manifestants se sont regroupés devant certains centres de détention et d'expulsion en Belgique. La politique de tolérance zéro de détention et d'expulsion des immigrés en Belgique et celle de l'Union européenne est de plus en plus critiquée. Des manifestants et des membres d'associations diverses militent en réclamant un respect des droits de l'homme et en revendiquant plus de droits aux immigrés, fuyant la détresse dans leur pays souvent en guerre. Suite au drame de Lampedusa en 2013 et 2015 et les horreurs récentes des naufrages en Méditerranée qui ont atteint 1000 morts, des manifestants militent pour plus d'humanité et pour une sensibilisation à la cause des migrants.
La politique belge et la politique européenne sont en fait très similaires. Tout est maintenant harmonisé au niveau européen et c'est une politique qui criminalise les étrangers qui viennent ici sans avoir le droit de venir ici. Et donc qui prennent par exemple les bateaux pour traverser la Méditerranée parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Et quand il n'y a pas de naufrage et ils arrivent en Europe, ils commencent une vie ici malgré tout. Ils commencent à travailler, ils ont une famille, mais ils n'ont pas les papiers. Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent être arrêtés, ils peuvent être détenus et expulsés. Nous sommes contre tout ça. Ce sont des politiques extrêmement injustes et donc voilà, nous essayons de changer ces politiques, cette mentalité. Je suis choquée chaque fois, chaque jour, que dans mon pays, ça existe. C'est affolant qu'on enferme des gens comme ça, des étrangers, on les enferme parce qu'on estime qu'ils n'ont rien à faire dans notre pays. Alors qu'il y a des gens qui sont là, qui sont, je dirais même, inexpulsables parce que leur pays d'origine ne les veut même pas, parce qu'ils n'ont pas de laissez-passer. Par exemple, on sait qu'il y a des gens qui viennent de pays en région en guerre. Il y a des conventions internationales ratifiées par la Belgique. La Convention de Genève, c'est fait pour qui? Excusez-moi, mais je ne veux pas être vulgaire, mais c'est fait pour qui? On ne l'applique pas, on ne l'applique pas. En France, l'absence de François Hollande à la célébration du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale est critiquée. Alors que François Hollande a décidé de ne pas assister aux cérémonies à Moscou, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs personnalités politiques ont vivement critiqué ce choix. Jacques Millard, député UMP, a dénoncé dans un communiqué un affront. Ce refus de se rendre à Moscou est de la part de François Hollande une insulte à l'histoire, alors que Vladimir Poutine était venu le 6 juin 2014 sur les plages de Normandie. Faire le voyage de Moscou avant d'aller à Cuba aurait été empreint d'une certaine symbolique historique, unissant deux peuples qui se libèrent de la gangue du communisme, et n'aurait en rien été perçu comme un changement dans la position actuelle de Paris sur la crise ukrainienne. La Russie est un partenaire incontournable pour la France en Europe. Il est inadmissible de lui faire un tel affront. Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, voit dans cette absence une honte et une faute. Le refus de François Hollande de se rendre aux cérémonies à Moscou marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale est une honte et une faute. Cette date est particulièrement importante pour les Russes, qui ont payé un lourd tribut, 27 millions de morts pendant cette guerre face aux forces nazies. Aux côtés de la France libre, les Russes ont joué un rôle essentiel dans la victoire des Alliés. François Hollande boycotte ainsi un événement rempli d'émotions pour la population russe. De son côté, la chancelière allemande Angela Merkel a salué dimanche à Moscou la mémoire des soldats soviétiques tués lors de la Seconde Guerre mondiale, appelant la coopération avec la Russie sur fond de tension à propos de l'Ukraine. Madame Merkel a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu près du Kremlin dans un signe d'apaisement après avoir refusé d'assister la veille aux célébrations des 70 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Retrouvant son hôte au Kremlin, la chancelière qui a joué ces derniers mois un rôle clé dans les négociations sur l'Ukraine a souligné l'importance de la coopération. Il est nécessaire pour nous de travailler, de coopérer, y compris dans des situations compliquées, et d'essayer de trouver des solutions diplomatiques, a affirmé Madame Merkel au commencement de l'entretien. La Russie a célébré samedi les 70 ans de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie avec une immense parade. Mais la plupart des pays occidentaux ont boycotté ces festivités pour protester contre l'annexion de la Crimée par Moscou et son soutien aux séparatistes de l'Est ukrainien. La scène remonte au 15 mars. À l'appel de plusieurs mouvements officiellement apolitiques, plus de 80 villes du Brésil voient déferler dans leurs rues une marée humaine d'1,5 million de personnes, dont 1 million dans la seule Sao Paulo, contre la présidente Dilma Rousseff, empêtrée dans la crise économique et le scandale de corruption Petrobras. Ces manifestations qui mobilisent dans leur écrasante majorité l'électorat d'opposition sont les plus importantes enregistrées au Brésil depuis la fronde sociale qui avait ébranlé le géant d'Amérique latine en juin 2013. Au cri de « Basta, Dilma dehors », les manifestants entendent à de nombreuses reprises l'hymne brésilien. Slogans et banderoles réclament la destitution de la présidente. Ce jour-là, Rio mobilise bien moins que la capitale pauliste. À peine 15 000 cariocas paradent face à la plage ensoleillée de Copacabana. Mais l'important est ailleurs. Bien que pacifique, plusieurs affiches en appellent à la restauration de la dictature militaire qui avait dominé le pays entre 1964 et 1985. Jeunes, vieux, blancs surtout, ils forment une partie non négligeable de la foule. Peut-être 10 à 20% estimeront quelques analystes par la suite. Allez voir ainsi crier ou exhiber en pleine lumière des photos de militaires, ces protestataires semblent même faire écho avec un effet grossissant à une multitude de petits groupes de manifestants répartis un peu partout dans le reste du pays.
En Suisse, une fusillade a fait 5 morts à Vurenligen, dans le canton suisse d'Argovie, samedi 9 mai, peu après 23 h. Parmi les victimes se trouverait l'auteur des coups de feu, a précisé dimanche le commandant Michael Leutpold, chef de la police cantonale d'Argovie. L'enquête s'oriente vers le drame relationnel. Des voisins de la scène de crime, entendant plusieurs coups de feu, ont alerté la police peu après 23 h. Un voisin dit en avoir entendu 3. Arrivés sur place dans une zone pavillonnaire de cette ville, de moins de 5000 habitants, les forces de l'ordre ont découvert plusieurs corps sans vie dans une habitation et à l'extérieur. Les secouristes n'ont pu que constater le décès des victimes, toutes des adultes. Le ministère public a ouvert une enquête et la police cantonale a déployé un important dispositif durant toute la nuit et lancé des recherches intensives. Le journal local, Aargauer Zeitung, rappelle que Vurenligen a déjà été le théâtre d'une fusillade mortelle dans le passé. Le 13 décembre 1985, un agent immobilier avait abattu 3 personnes à seulement 100 mètres de là où ont été tirés les coups de feu dans la nuit de samedi à dimanche. Côté santé, un ancien médecin américain adepte des médecines douces et de sophrologie affirme avoir trouvé la bonne méthode pour s'endormir rapidement. Elle s'appelle 4-7-8 et est basée sur les techniques de respiration. Insomniaques du monde entier, réjouissez-vous et retenez ces 3 chiffres. 4, 7, 8. C'est le nom de la méthode miracle qu'un ancien médecin et écrivain américain affirme avoir mise sur pied pour s'endormir rapidement, ou en tout cas pour se relaxer. Elle est basée sur le pranayama, une technique indienne proche du yoga, signifiant régulation de la respiration. Voici la méthode à suivre. 1. Placez le bout de votre langue contre votre palais, juste derrière les dents. 2. Expirez par la bouche, tout l'air contenu dans vos poumons en faisant le son whoosh. Fermez la bouche et inspirez doucement par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. 3. Fermez la bouche et inspirez doucement par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. 4. Retenez votre respiration en comptant mentalement jusqu'à 7. 5. Expirez à nouveau par la bouche en comptant mentalement jusqu'à 8 et en faisant à nouveau le son whoosh. L'opération doit être renouvelée 3 fois de suite. Vous pouvez faire cet exercice dans n'importe quelle position, debout, allongé, assis, explique le Dr Weil, diplômé de l'université Harvard en médecine et en botanique. Si vous êtes assis, c'est mieux de garder votre dos droit et vos pieds au sol. Ce n'est pas une méthode que l'on fait une fois et que l'on réussit du premier coup. Elle requiert un minimum d'exercice, mais est d'une simplicité enfantine, ajoute-t-il, cité par le site Gainside. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Media News.